Hello et bienvenue à tous dans ce 70e numéro du Rétro. Le programme ne change pas, démarrons en remerciant tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui permettent de continuer la grande aventure des NBA Stories. Nous proposons un travail de recherche et d'interview de plus en plus important. Si vous appréciez ce projet et que vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, sachez que vous pouvez désormais offrir un tip directement depuis YouTube en cliquant sur le cœur sous cette vidéo. Même le plus minime soutien est grandement apprécié. Merci à tous. La réalisation de cet épisode a été rendue possible grâce au nouveau partenaire des NBA Stories, Oli. Oli, c'est une toute nouvelle marque de boissons énergisantes et de thé glacé. Contrairement à d'autres produits que l'on trouve en grande surface, Oli ne contient pas de sucre, pas de taurine, arômes et colorants naturels. Tout est fait pour nous donner un coup de boost de façon totalement saine. Bien que disponible pour tout public, Oli Energy est le parfait complément pour les pratiquants de sport et conquit le cœur de plus en plus d'athlètes. Avec moins d'emballage inutile par rapport aux canettes, la marque propose des produits abordables, mais aussi visuellement superbes. La direction artistique nous rappelle les cartes à collectionner de notre jeunesse. Fan de basketball, Oli nous a spécialement contactés pour sponsoriser notre travail. Découvrez leurs produits originaux en cliquant sur le lien en description. N'oubliez pas d'utiliser le code promo NBA Stories pour 10% sur toute la boutique et NBA Stories 5 pour 5 € de réduction sur votre première commande. And I'm happy here, and I just want to stay here in San Diego. Does this mean that the team will stay here indefinitely? Absolutely. San Diego, 1983. Quelques mois avant son intronisation en tant que commissionneur, David Stern avait un dossier brûlant à gérer. À San Diego, le turbulent propriétaire des Clippers, Donald Sterling, faisait encore du grabuge. Mania de l'immobilier, Sterling avait fait l'acquisition des Clippers en 1981. D'abord connu sous le nom de Buffalo Braves, la franchise avait déménagé à San Diego à la fin des années 70, pensant que l'économie ensoleillée de la Californie lui porterait bonheur. Que nenni. Avec un Bill Walton régulièrement blessé, les San Diego Clippers furent lamentables sur les parquets. Pour ne pas arranger le tout, la franchise gagna rapidement la pire réputation de la ligue. Entre factures impayées et conflits avec ses joueurs, Donald Sterling était une véritable épingle dans le pied de la ligue. Larry Fletcher, alors haut placé de la NBA, s'exprima en ces mots en 1983. « Depuis que je suis dans cette ligue, aucune équipe ne m'a donné autant de fil à retordre que les Clippers de Donald Sterling. Il a failli causer 3 grèves cette saison. » En 1984, la NBA refusa le transfert maintes fois demandé par le mégalomane Donald Sterling des Clippers vers Los Angeles. Faisant fi de cette interdiction, l'homme d'affaires décida tout de même de passer à l'acte, ce qui déclencha un procès d'envergure entre lui et la ligue. Pendant que les avocats chauffaient les dossiers, Sterling n'avait pas attendu plus longtemps pour plier bagages. The news release also quotes Donald Sterling as saying, "We are delighted to bring our team of the future to the greatest community in the world, our home, Los Angeles." LA Clippers, one moment, please. LA Clippers, one moment, please. But you know, a lot of the fans here in Los Angeles think the Clippers are a great thing, and they're glad to have them. They got an overall good team. They're going to give the Lakers a lot of competition, I think. En 1984, les Lakers de Magic Johnson étaient l'attraction sportive du pays. Donald Sterling pensait pouvoir leur faire de l'ombre. Il se trompa dans les grandes largeurs. Plombé par des blessures et un management toujours aussi chaotique, l'équipe finit dans les bas-fonds de sa conférence de 1984 à 1991. Entre-temps, la NBA avait perdu son combat face à Sterling et devait donc se résigner à accepter une seconde équipe à Los Angeles. C'est simple, le parcours des Clippers dans la Cité des Anges fut en tout point cauchemardesque. De 1984 à 2010, soit 26 ans, l'équipe ne finit que 3 fois avec un pourcentage de victoires positif. Non seulement les Clippers étaient laborieux sur les parquets, mais la situation dans les bureaux était tout aussi macabre. Donald Sterling, reconnu comme l'un, sinon le pire, propriétaire de l'histoire du sport américain, ne décida d'aucune continuité pour sa franchise. Après avoir drafté haut des joueurs décevants saison après saison, les Clippers obtinrent enfin un premier choix en 1988. Le résultat fut Danny Manning, un ailier fort pas dénué de talent, mais loin d'être le leader d'une équipe qui gagne. L'année suivante, en seconde position, les Clippers misèrent sur Danny Ferry. Mais retournement de situation, l'ailier ne voulut pas jouer pour cette franchise maudite et préféra s'exiler en Italie. Année après année, la série noire ne s'arrêtait pas. Incapables d'être compétents sur le court comme à la draft, les Clippers étaient entrés dans le panthéon des pires équipes de tous les temps.
Orlando, 14 juin 2009. C'était fait. Kobe Bryant venait de retrouver la joie d'un titre de champion, le 15e de l'histoire des Lakers. Et voilà que Los Angeles paradait à nouveau pour célébrer ce titre. Une liesse maintes fois éprouvée par le passé. Les pauvres et peu nombreux fans des Clippers ne pouvaient que se mordre les doigts. Mais ils ne savaient pas encore qu'après des décennies de galères, le destin allait enfin leur sourire. Les Los Angeles Clippers allaient gagner le premier choix de la draft 2009. I think it's a great day for Clipper fans, and we're very happy, and I know we're going to get a great player, and someone's going to help our franchise for a very, very long time. Atterrissons dans l'Oklahoma du début des années 2000. Pas particulièrement pourvoyeur de grands talents en NBA, cet état du sud des États-Unis tenait pourtant un jeune phénomène pas comme les autres, Blake Griffin. Le sport était dans les gènes du jeune Blake, son père ayant été un athlète particulièrement remarquable lors de ses années universitaires. Béni par la génétique, Griffin faisait déjà parler de lui au collège en étant membre de l'équipe de baseball, football américain et basketball. C'est vers la balle orange qu'il décida finalement de dévouer toute son attention pour le plus grand bonheur du public local. Et oui, son équipe, coachée par son père, ne perdit pas le moindre match lors de sa première saison lycéenne. D'abord dans l'ombre de son frère Taylor, Blake gravit rapidement les échelons de par ses capacités athlétiques impressionnantes. I was nervous because everybody always said like once Taylor leaves we're not going to be any good. I was Taylor's little brother, so I felt like I had something to prove. Loin d'être un tireur habile, Blake Griffin était un monstre de puissance dans la raquette. Au dunk ou au rebond, il était tout simplement instoppable pour les autres joueurs de sa catégorie. Jeff Capel, alors coach de l'université de l'Oklahoma, décida d'aller voir cette sensation de ses propres yeux. Blake jouait comme si sa vie en dépendait, avec une énergie folle. Cela me marquait, parce qu'on ne voit pas souvent des lycéens jouer avec autant d'intensité que lui. En 2007, Blake Griffin était considéré comme le 13e meilleur joueur lycéen du pays, avec une moyenne de 27 points et 15 rebonds. Il rejoignit ensuite l'université de l'Oklahoma de Jeff Capel pour continuer sa folle ascension. Johnson. Oh, what a beautiful miss. Going to break the bottom by the rim. There's the pass. Ah, beautiful. Great. The Steelers have done that. Really feeds Griffin for the slam. The ball. Yeah, that would have been a nice shot to, get some. Now that is Superman. Blake Griffin commença son aventure universitaire en trombe, en inscrivant au moins 20 points lors de ses 14 premiers matchs. Certes, sa palette offensive était toujours limitée, mais ce n'est pas avec la technique que Blake Griffin devint une vedette. Non, nul meilleur mot pour découvrir l'ailier fort qu'explosivité. Athlète puissant et spectaculaire, Griffin pensa à rejoindre la NBA dès 2008, mais préféra plutôt gagner en maturité un an de plus. Lorsqu'il se présenta finalement à la draft 2009, le joueur était considéré comme l'un des tout meilleurs du pays. L'engouement à son égard était tel que sa décision de rejoindre la NBA fut diffusée en direct sur ESPN. Il était temps pour lui de rentrer dans la cour des grands. Part of the fun of any draft is debating who is going to be number one. Well, the debate ended today when Blake Griffin said he was headed to the NBA. When you take a look at this guy physically, he is just so far superior to anybody else coming out of the college game. And remember, he's going to a lottery team for a reason. They don't have guys up front that can play. He's going to get immediate minutes, and he's going to be able to score and rebound at a pretty high level right away. With the first pick in the 2009 NBA draft, the Los Angeles Clippers select Blake Griffin. Hugs, kisses, a lot of love around. As expected, Blake Griffin. We heard that there's only been 2 winning seasons in the last 30 years for the Clippers. Makes you laugh now. But how do you deal in a situation that's a rebuilding situation? I'm not worried about what's happened in the past. I'm only looking forward to the future. We're not going to think about, what's happened in the seasons past. We're just, excited about the opportunity and going to make the best out of whatever situation we're put in. Blake Griffin will be wearing Clipper red, white, and blue this season. He's big, explosive, plays as hard as anyone. Avec des grands noms comme James Harden ou Stephen Curry, la draft 2009 était rétrospectivement de grande facture. Après des décennies de misère, les Clippers misaient très gros en choisissant Blake Griffin en première position. Un autre flop, et les rumeurs de déménagement hors de Los Angeles se feraient de plus en plus persistantes. Charismatique, spectaculaire et travailleur acharné,
Griffin cochait toutes les cases pour enfin permettre aux Clippers de décoller. Pour l'équipe du toujours fanfaron Donald Sterling, le but était le même depuis 1983, enfin faire de l'ombre aux victorieux Lakers. Alors, c'est bon? Les Clippers pouvaient s'extirper de leur réputation maudite? Pas encore. You know, at first I thought I was just going to be out 6 to 8 months, so I rehabbed, and, finally got to the point where I thought I was going to be able to come back, and they said it wasn't growing back right, so I had to have surgery and sit out, another 4 months or whatever it was through the end of the season. Avec son physique lourd et son jeu très aérien, Griffin était perçu dès sa draft comme un joueur fragile. La pire confirmation arriva pour les Clippers. Lors d'un match de pré-saison, l'ailier fort se blessa à la cheville et finit par manquer l'intégralité de l'exercice 2009-2010. Alors qu'il croyait retrouver la lumière, les Clippers s'enfoncèrent toujours plus cette année-là, avec une triste 12e place. Puisqu'il avait manqué toute sa première année, la suivante était considérée comme sa saison rookie. Il suffisait que cette dernière soit criblée de blessures pour voir Griffin devenir un flop, et les Clippers encore et toujours la risée de la NBA. Le 27 octobre 2010, il était temps pour Blake Griffin de fermer toutes les bouches. Élu haut-la-main rookie de l'année, la première saison de Griffin en NBA fut tout simplement époustouflante. Avec 22,5 et 12 rebonds par match, l'ailier fort devint le premier joueur depuis Yao Ming en 2003 à rejoindre le All-Star Game dès sa première saison. À la suite de cette année phénoménale, Sports Illustrated classa Griffin parmi les 15 plus grands rookies de tous les temps. Malgré la superbe première saison de leur recrue star, les Clippers finirent une nouvelle fois dans les dernières places de leur conférence. Mais cet été-là, tout allait changer pour cette franchise à la légende noire. Alors que la NBA refusa le transfert du meneur vedette Chris Paul vers les Lakers, ce fut finalement les voisins des Clippers qui gagnèrent la mise. Le jeu de Paul, très altruiste, collait parfaitement à celui de Blake Griffin, qui salivait à l'idée de recevoir des caviars dans la peinture. Aux côtés de l'ailier fort se trouvait un pivot maladroit mais ô combien puissant, DeAndre Jordan. Avec un Kobe en fin de parcours, les Lakers perdaient petit à petit de leur prestige. Non. Pour la première fois de leur histoire, c'était les Clippers qui allaient enfin faire lever les foules. Le chapitre Lob City pouvait commencer. Physical game. Oh, me, oh my! A monster jam by Blake Griffin. Fait historique, les Clippers devinrent l'équipe phare de Los Angeles. De 2011 à 2017, la franchise finit tout en haut de sa conférence et proposa soir après soir un spectacle à ne pas manquer. Faire crier les foules, oui, mais gagner des titres, non. Mais pourquoi donc les Clippers de Lob City ne sont jamais parvenus à aller au bout? La première raison est évidente, les blessures récurrentes de Blake Griffin et de Chris Paul. Le meneur traîne jusqu'à aujourd'hui la réputation de perdre ses moyens en post-saison. Son parcours aux Clippers ne l'aide pas. Année après année, l'équipe de Doc Rivers cartonnait en saison régulière avant de s'écrouler en play-off. Manquant de défense et de tir extérieur, cette mouture des Clippers, pourtant si spectaculaire, ne parvint finalement à rien de mieux que des demi-finales de conférence. L'équipe alla même jusqu'à perdre une avance de 3-1 face aux Rockets. Mais à Los Angeles, le pire allait arriver. Donald Sterling n'avait pas fini de faire des siennes. People call you and tell you that I have black people on my Instagram, and it bothers you. Yeah, it bothers me a lot that you want to broadcast that you're associating with black people. Les propos de Donald Sterling à sa maîtresse déclenchèrent un scandale national. C'en était trop pour la NBA, qui força le propriétaire à passer la main à Steve Ballmer. Bien plus intelligent que Sterling, Ballmer ambitionnait de continuer l'ascension des Clippers jusqu'au sommet de la ligue. Mais alors, que faire de Blake Griffin?
Brillant et spectaculaire dans la raquette, l'ailier fort n'avait jamais réussi à échapper aux blessures, qui le plombèrent à quasiment chaque saison. Mais enfin, pour la première fois de leur histoire, les Clippers avaient réussi à drafter un joueur iconique. Le 1er juillet 2017, ils lui offrirent donc un nouveau contrat à 173 millions de dollars sur 5 ans. Pour Blake Griffin, aucun doute. Sa carrière allait continuer et probablement se terminer sous le maillot des Clippers. Sauf que quelques mois plus tard, The deal has gone down. Blake Griffin is gone. I was driving home, went to pick up my kids. I saw Woj's tweet that says the Clippers and Pistons are finalizing a deal. A little bit of shock when I first saw it, but it's another business, as unfortunate as it looks. Yeah, shocked is a good way to put it. I didn't know anything. I pretty much found out when everybody else found out. So, yeah, it just kind of took a second to realize, okay, like everything's changing, you know. Lors de l'été 2017, les Clippers organisèrent une cérémonie privée assez surréaliste. Le but était de présenter un pseudo-retirement de maillot à Blake Griffin pour le convaincre de re-signer. Alors qu'il semblait aller vers une carrière unique à Los Angeles, la franchise retourna sa veste quelques mois plus tard, à la surprise générale. Le raisonnement des Clippers était simple. L'aventure Lob City n'avait pas fonctionné, et il était temps de capitaliser sur Griffin tant qu'il en était encore temps. Car oui, Blake Griffin sortait de plusieurs saisons raccourcies par les blessures, et son corps se montrait toujours plus fragile. Sans même le prévenir, l'équipe de Steve Ballmer envoya donc son joueur star vers le glacial Michigan des Detroit Pistons. Dans l'imaginaire collectif, c'est là que commença le déclin de Blake Griffin. Dans la réalité, le joueur connut alors de façon étonnante la meilleure saison de sa carrière sous le maillot des Pistons. Au milieu des années 2010, les Golden State Warriors avaient métamorphosé la ligue. Désormais, tout allait plus vite et le tir à longue distance était la clé d'une équipe qui gagne. Des joueurs autrefois vedettes comme Joakim Noah ou Roy Hibbert, au jeu dépassé, tombèrent ainsi rapidement en désuétude. Mais travailleur acharné, Griffin réussit à recréer son style en s'éloignant de la raquette. Lors de sa première saison complète à Détroit, l'ailier fort compila 25,5 points de moyenne, avec un pourcentage de 36% à 3 points. 6 ans plus tôt, il ne tirait pourtant qu'à 12% à longue distance. Malheureusement, le corps de Blake Griffin ne lui laissa aucun répit. L'ancien numéro 1 de draft ne joua que 18 matchs en 2020. C'est alors que commença une lente descente aux enfers. Baladé de Brooklyn à aujourd'hui Boston, Blake Griffin n'est plus l'ombre du joueur qu'il était autrefois. À seulement 33 ans, son avenir dans la ligue se fait de plus en plus compromis. De tous les joueurs que nous avons eu la chance d'évoquer, Blake Griffin est probablement celui dont l'héritage est le plus difficile à exprimer. Athlète à l'éthique de travail irréprochable, le natif de l'Oklahoma a réussi la prouesse de métamorphoser son style de jeu à l'heure d'aujourd'hui. Malgré tout, son atout premier restait bien évidemment son athlétisme hors norme. Mais n'est pas LeBron qui veut. Avec l'âge, le corps s'étiole et les performances avec. La carrière de Blake Griffin peut ainsi se rapprocher de Shawn Kemp ou Amar'e Stoudemire, d'autres monstres athlétiques atteints par les blessures et qui ont petit à petit perdu de leur impact sur les courts. Les amateurs de la NBA des années 2010 se souviennent avec plaisir des actions flamboyantes de Blake Griffin. Capable de dunker au-dessus d'une voiture, l'intérieur a fait de nombreux traumatisés dans la raquette. Surtout, il fut le premier à démontrer que Clippers ne rimait pas forcément avec loser. Sans lui, la franchise n'aurait jamais pu faire venir des grands noms, comme Kawhi Leonard ou Paul George. Certes, l'équipe de Steve Ballmer n'a toujours rien gagné, si ce n'est le cœur des fans. De plus en plus populaires, les Clippers peuvent remercier Blake Griffin d'avoir placé l'équipe sur la carte. À travers ses dunks et ses folles acrobaties, l'ailier fort a déposé des étoiles dans les yeux de beaucoup. Finalement, n'est-ce pas suffisant pour inscrire Blake Griffin dans la grande histoire de la NBA ?